Vous voulez savoir ce que nous recherchons dans nos LURP, nos patrouilles de reconnaissance avancée? Nous recherchons un type bien particulier de personne. La vingtaine, niveau certificat d'études, calme de caractère, qui aime la nature, l'effort, désireux de se soumettre à des séances d'entraînement intensives et aimant le travail de groupe. Et aussi, un dernier point, si possible, orphelin. Ces patrouilles de reconnaissance avancées, les LURP, sont l'une des plus belles innovations de la guerre du Vietnam. Elles s'inspirent du concept de Rangers et les forces spéciales vont les utiliser comme ils l'avaient fait avec les Alpha et Oméga dans le cadre de leur première mission. C'est juste une petite unité destinée à aller en solo loin de sa base et pénétrer pendant quelques jours, aussi loin que possible pour aller chercher des renseignements. Son code de combat, c'est calme, discrétion, n'ouvrir le feu que si c'est nécessaire, appeler pour un soutien aérien si indispensable, et toujours rester en jeu. Voilà, c'est ça un LURP. Le 7 août 1964, jour du vote par le Congrès de la résolution sur le golfe du Tonkin, il n'y a guère plus de 24 000 Américains au Vietnam. En 1968, ce sont 536 000 appelés et volontaires qui font la guerre dans cette partie du sud-est asiatique. Au moment où l'infanterie régulière arrive au Vietnam, l'armée américaine n'a plus combattu de guérilla depuis le début du siècle aux Philippines. Les premières troupes qui y débarquent portent des uniformes de parade avec de beaux écussons multicolores. L'arme de base de l'infanterie est toujours l'encombrant M14, parfait pour le combat dans les plaines européennes. La mobilité aéroportée en est encore au balbutiement, et le simple soldat fait ce qu'ont fait tous ses ancêtres, de la marche à pied. Ce qui devient très vite évident pourtant, c'est que pour gagner cette guerre, les Américains vont devoir avoir de bons yeux et de bonnes oreilles pour percer le secret de cette jungle touffue et arriver à pointer ses canons sur un ennemi invisible. Il n'y avait pas de patrouille de reconnaissance longue portée au début de la guerre. Mais comme chaque fois dans l'histoire militaire américaine, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que le besoin de petites unités se fasse sentir. Le capitaine Stephen Cobb est de ceux qui inaugurent les LURP. Le sigle LURP signifie littéralement patrouille de reconnaissance de longue portée. Les LURP donc opèrent en patrouille de 5 à 10 hommes, très bien entraînés, souvent venus des forces spéciales. D'ailleurs, leur mission au risque, c'est le renseignement sur les concentrations ennemies, la localisation des quartiers généraux, des mouvements de troupes et de ravitaillement, ou encore la surveillance de la piste Ho Chi Minh. Beaucoup ont les qualifications des forces spéciales et leur boulot était de trouver et de rendre compte des positions ennemies, leurs mouvements, leurs quartiers généraux, leurs dépôts de ravitaillement, un rôle d'espionnage à très haut risque. Des missions très dangereuses finalement. Ces patrouilles, opérant hors de portée de tout soutien possible, sont les yeux et les oreilles de l'armée. Cher Red, je vis dans un monde tout vert, avec un rideau de ciel vert au-dessus de moi, tout de vert vêtu dans mon treillis de camouflage, allongé sur un lit de camp, tout vert de moisissures, et tout autour, une jungle verte où je dois vivre, combattre et probablement mourir. Il pleut des trompes d'eau et avec le brouillard, on ne voit pas à 20 mètres. Enfin, le jour, car la nuit, on est à visibilité zéro. J'ai froid, je suis trempé et incroyablement sale. Je me sens assez repoussant et pourtant étrangement satisfait.
Notre équipe devrait être relevée aujourd'hui normalement, si les hélicos arrivent à décoller. Avec ce temps de chien, si Victor pointe le nez, il ne faudra pas trop compter sur le soutien aérien, et probablement pas du tout. Voilà, tu sais tout de la douce vie du Ranger en Orient. George Olson, Ranger, 75e d'infanterie. Les LURP sont imbattables pour livrer dans les temps requis leurs précieuses informations, en dépit d'une présence ennemie nécessairement en surnombre. La meilleure photo que j'ai prise au Vietnam, c'est une colonne de 300 hommes de l'armée régulière, portant casque colonial, un signe du régiment qui m'est passé sous le nez, à 3 mètres de moi. J'ai pris plusieurs photos qui ont été confisquées par le service de renseignement de la brigade, le S2. En fait, j'étais tombé sur l'unité attachée au quartier général du 22e régiment de l'armée populaire que notre brigade recherchait depuis 3 mois. Et on était tombé pile dessus, à jouer au chat et à la souris avec eux. Faut dire qu'au LURP, on est les rois du déguisement, des mouvements de nuit et de la planque de jour. Et bien souvent, les unités Viet passent à nos pieds sans imaginer une seconde qu'on est là. La mission des LURP devient particulièrement dangereuse dès qu'il s'agit de revenir avec un prisonnier pour l'interroger. Lundi dernier, j'ai fait ma première mission de chasse à l'homme et j'ai vu Mars de très très près. On était 2 équipes infiltrées à environ une vingtaine de kilomètres en territoire viet. On surveillait une piste quand un officier de l'armée populaire s'est pointé, seul. On a essayé de l'attraper, il a paniqué et a fait sauter une bonne poignée de grenades. Il était juste devant moi, je lui ai balancé 3 pruneaux mais il a disparu. Non, ce n'est pas des effets spéciaux à la Hollywood. En moins d'1 minute, tu as un être humain bien vivant qui court, et en un clin d'œil, il gît par terre, réduit à un tas de glaise rouge. Du coup, tout le coin a su qu'on était là. Et ce type d'opération, pas question de couper le contact. Il faut se battre et tenir. On traversait des rizières quand on s'est pris une embuscade. Notre homme de pointe était à quelques pas des Viettes qui nous ont arrosés de grenades et de rafales de mitraillettes. S'ils avaient eu une mitrailleuse lourde ou un mortier, on était morts. On a eu une sacrée chance. Notre sous-off et notre homme de pointe ont chargé le groupe de Viet qui a déguerpi. C'est dur de jouer au chien de garde dans ce pays. George Olson, Ranger, 75e infanterie. Les LURP au Vietnam ont incontestablement perfectionné l'art de l'enlèvement par tous les moyens. La ruse, la planque, la technique ou la haute technologie. À l'évidence, rien ne vaut en matière de renseignement une bonne prise bien vivante. La chasse est bonne les premiers temps. En 1967, les LURP enlèvent 38 officiers de l'armée populaire et le double de chefs Viet. Mais petit à petit, l'ennemi s'entoure de précautions. Dès 1966, les Nord-Vietnamiens doivent s'habituer à ces types qui viennent à leur rencontre d'une drôle de manière. Ils arrivent généralement par grappe d'hélicoptère au-dessus de la jungle. Et quand l'un de ces engins décroche vers une des innombrables clairières alentours, impossible de savoir où il est passé. Le seul problème pour cette technique d'enlèvement dans la jungle laotienne, c'est qu'il y a beaucoup trop de clairières. La cueillette est une technique permettant d'entrer en contact en zone dangereuse avec un ennemi généralement surnombre, dans une proportion de 1 pour 5 en moyenne. Pour ce type de mission, il faut normalement 8 hommes, 6 LURP et 2 éclaireurs. Ils s'infiltrent par air ou par voie d'eau, selon le cas. Une fois la cible localisée, on établit un périmètre de sécurité. Le chef d'équipe et un éclaireur partent à la recherche du prisonnier à capturer. Le plus souvent, la peur suscitée par ces visages verts et l'effet de surprise inhibe la cible. On ligote et bâillonne le malheureux prisonnier. Et l'équipe disparaît au plus vite avant que l'alarme ne soit donnée.
Toute la difficulté de l'exercice tient à ce que traîner un prisonnier ralentit le rythme du repli vers le point d'extraction et que de l'autre côté, les locaux sont déchaînés à retrouver leurs camarades. Il faudra payer de lourdes dividendes au Vietnam pour tirer les leçons de ce type de mission. Elles profiteront par la suite aux opérations menées par l'Amérique dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Il n'y a eu au total que 13 unités de LURP opérant en Asie du Sud-Est. Il n'y a pas de commandement central les contrôlant. Chaque LURP opère indépendamment des autres, ne rendant de compte qu'à son unité d'affectation. Leurs missions sont d'une dureté extrême et exigent une capacité d'attention extraordinaire et un courage hors du commun. Notre activité se borne souvent à bouger très lentement dans un sous-bois escarpé, si épais qu'on n'y voit rien. On doit sans cesse consulter nos cartes. Tout ça pour n'avancer parfois que d'1 petit kilomètre à la journée. Terrible, effroyable jungle, au cœur de laquelle peut-être on tombera sur le campement d'un régiment, auquel cas il faudra appeler les bombardiers en soutien. Voici un exemple typique des prouesses de ces patrouilles. C'est au cours d'une mission LURP que j'ai été blessé pour la 2e fois. On était à près de 120 km à l'intérieur des territoires ennemis. On était depuis 5 ou 6 jours à la recherche de cette satanée unité du 22e régiment de l'armée populaire, que personne n'était parvenu à localiser. On savait qu'on n'en était pas loin et que, sans doute, on jouait à cache-cache avec eux sans le savoir. En tout cas, on avait des AK-47. Comme ça, si on devait riposter à une attaque, ils nous prendraient pour des gars à eux. Mais voilà, on devait s'extraire rapidement car on avait été découverts. Il était environ 10 h du matin et on avait 500 Nord-Vietnamiens qui rampaient vers nous. Quand les hélicos sont arrivés pour nous extraire du sommet de la colline, ils ont ouvert le feu à coups de mortier et de mitrailleuses. J'ai pris une décharge pendant que j'aidais un gars à monter à bord, qui m'a plaqué sur le plancher de l'appareil. Le toubib, sympa et marrant, comme il était souvent nos docs, me donne une dose de morphine et commence à retirer un à un les éclats d'obus de mon dos. Voyant que ça me faisait très mal, il me propose une cigarette que je refuse, car je ne fumais plus depuis la fac. C'est alors qu'il m'explique sur un ton un peu sentencieux qu'il y a 3 circonstances dans la vie où une cigarette s'impose. Après un bon repas, après l'amour et après une blessure. M'assurant que je répondais à ces 3 critères, il me donne sa cigarette. Il avait raison, je réponds aujourd'hui encore à ces 3 critères et je n'ai pas arrêté de fumer depuis. Les volontaires qui servent dans les LURP forment un groupe unique engagé dans une guerre unique. Ce ne sont pas des surhommes, ils sont comme tout le monde, mais ils accomplissent des exploits qui forcent le respect de tous, ennemis comme camarades. Le Viet Cong et l'armée populaire ont du mal à suivre le développement de la force armée américaine au sud. Ce qui va les surprendre, c'est de voir leur guérilla contrée par une guérilla similaire.
Ils vont découvrir à leurs dépens l'étonnante capacité d'adaptation des LURP. Ce qui distingue les forces spéciales, c'est la qualité de leur entraînement. Ils ont reçu pendant 1 an et demi une formation poussée en maniement des armes, en transmission radio, en médecine d'urgence et en langue. Contrairement à ce qui caractérise les unités régulières, ils sont libres de leurs mouvements. Ils sont rompus à une mobilité extrême et peuvent réagir à tout à la vitesse de l'éclair. Ils se sentaient mal pour l'unité qui se retrouvait coincée en haut de la colline, sans pouvoir bouger. Ce qui les rendait uniques, c'était cette solidarité, l'esprit de corps, à cause de tout cet entraînement et cette capacité de bouger, de communiquer et de réagir, beaucoup plus rapide que nous, dans l'armée régulière. La contrepartie de ces avantages, c'est le danger bien plus grand qu'ils courent. Les seuls qui peuvent leur être comparés, ce sont les commandos de marine, les Navy Seals. Enfin, la dernière de leurs qualités, c'est une camaraderie sans faille et sans limite. C'est en avril 1966, au cours de l'opération Austin II, que les communistes découvrent l'existence et le rôle des LURP. Le 16 avril, très précisément, au moment où la première brigade de la 101e opérant dans le secteur de Phan Tait surprend en pleine classe les troupes d'un petit camp d'entraînement Viet Cong. Le sujet du cours, faire attention aux patrouilles américaines de reconnaissance avancée. D'autres saisies de documents révéleront que l'ennemi appelle les LURP les hommes au visage peint, par allusion au vert et au noir dont ils se couvrent le visage. Plus la guerre recrute d'unités, plus le besoin en troupes de reconnaissance bien formées augmente. Le 15 septembre 1966, le général William Westmoreland demande au colonel Francis Kelly, commandant le 5e groupe de forces spéciales, d'installer l'école de Recondo à Nha Trang. Ce sont les vétérans des projets Delta et des opérations Laos qui en seront les instructeurs. Enfin, les LURP avaient un autre lieu de formation que la jungle, où une erreur d'apprentissage coûte souvent la vie tout simplement. Cette école est conçue sur le modèle de celle de Fort Campbell, dans le Kentucky, qui avait été créée par Westmoreland lui-même vers la fin des années 50. Après quelques mois de plus passés au quartier général de la Première Armée, j'ai été réaffecté à Fort Campbell, Kentucky, pour m'occuper de la 101e division aéroportée. La 101e est, à ce moment-là, engagée aux côtés des Marines, dans la région de Hue, tout au nord, où elle a la charge d'un très vaste secteur. Tout le monde se souvient, évidemment, de la bataille de Hue. Il faut comprendre que, jusqu'à cette période de 1968, la 101e aéroportée. Les hommes de la 101e étaient entraînés pour sauter des avions et ils allaient être utilisés pour l'infanterie. Il y avait 3 brigades. Il y avait 3 bataillons par brigade. Il y avait un soutien massif du commandement. La mission de la 101e était toujours de dénicher et d'éliminer l'ennemi. Mais à ce moment-là, ils ont changé la 101e aéroportée en cavalerie aéroportée. La façon de procéder était très différente. Par exemple, si on trouvait l'ennemi 200 km plus loin et qu'on les chargeait dans des camions, ça vous faisait des jours et des jours de marche et de conduite. C'était ça la conception de la 101e. Et c'est comme ça que ça devait être. Mais au Vietnam, il fallait trouver cet ennemi et une fois qu'on l'avait trouvé, il fallait le ramener. Et donc, des bataillons entiers étaient transformés en bataillons héliportés.
Le gros des troupes des LURP est fait de jeunes gars impudents, on peut même dire arrogants à l'occasion, d'une bravoure frisant la folie et très individualiste. Pour eux, le grade ne signifie pas grand-chose. Le recrutement des officiers y est assez simple. Comme il n'y a qu'un poste de commandant ou de capitaine et 2 de lieutenants pour chacune des 13 compagnies, il y a toujours plus de volontaires que de places disponibles. Don Wagner est une de ces figures typiques de la 101e. À ce stade, les gars commençaient à se poser des questions sur le fait d'aller au Vietnam à la fin de leurs études. Les classes de 65 et de 66 ont été très durement touchées. Les enterrements ont ponctué de plus en plus notre quotidien. Des gars qu'on connaissait directement ou d'autres dont on avait entendu parler. Avec tous ces morts, les manifs. Et c'est vrai qu'on se demandait quelle affectation on allait avoir quand on sortirait de l'école. À la fin de ses études, Wagner s'engage comme volontaire. Après mon congé de fin d'études, je suis allé à la Ranger School à Fort Knox, l'école de base des armées aéroportées. De là, j'ai fait 4 mois à Fort Carson, à la 3e brigade du 77e bataillon de blindés, avant d'embarquer pour le Vietnam. Je suis parti en août 1970. À son arrivée, on lui confie un peloton. Notre peloton était surnommé l'ARP, ou le Blues. Je remplaçais un autre lieutenant dont je n'avais jamais même su le nom. Les gars me parlaient toujours de lui en me disant « le lieutenant qui a été tué avant vous ». C'était une bonne bande, ce peloton. Ils faisaient bien leur boulot et assuraient sur le terrain. Ce qui se passait très souvent, c'est qu'un hélicoptère se crachait et il fallait aller récupérer les types. On était là pour ça et on faisait notre boulot. Les missions des LURP varient en fonction des unités auxquelles elles sont rattachées et du terrain où elles opèrent. Parfois, il s'agit de se poster en surveillance près de bases avancées abandonnées. Au menu figurent les rituels embuscades et attaques éclairs contre des petites bases ennemies. Ou alors, l'artillerie et le bombardement aérien sur les positions plus importantes. Quand elles interviennent sur le même secteur que leur unité d'affectation, elles se chargent de la surveillance des lignes de front et des flancs et essaient de forcer l'ennemi à se montrer ou de l'attirer dans un guet-apens. Enfin, il y a les nombreuses missions de chasse à l'homme surnommées les Hawkeyes, les yeux de faucon. Il s'agit de s'infiltrer en zone relativement découverte et d'abattre sans bavure les hommes cibles. Souvent, la rumeur de la présence d'une des Hawkeyes suffit à inquiéter les Viettes les plus endurcis. La valeur des LURP est devenue légende le jour où elles ont repéré une importante force de l'armée populaire près de la frontière cambodgienne. C'était le signe pour le commandement de Saigon que le danger se rapprochait sérieusement. Toutes les unités disponibles ont été dépêchées à la rencontre de l'ennemi. 22 brigades américaines ont convergé sur Junction City. Ça a été la première grosse confrontation pour l'armée américaine, la plus importante à ce stade de la guerre. 83 jours de combat, entre février et mai 1967. 2728 Nord-Vietnamiens tués. La variété des reliefs et des conditions de combat fait que ce qui marche à un endroit peut être meurtrier à un autre. La clé du succès, c'est la flexibilité. Pour reprendre l'expression du général Julian Ewell, commandant la 9e division d'infanterie, au Vietnam,
il y avait en permanence une dizaine de guerres en même temps, très différentes l'une de l'autre, et dont la nature respective pouvait changer d'un jour à l'autre. Le plus gros changement pour les forces terrestres américaines, ça a été l'offensive surprise des communistes pendant la trêve du Tet, le nouvel an vietnamien. Réveillé en pleine nuit par un déluge d'explosions, le contre-amiral Kenneth Veth, commandant des forces navales américaines au Vietnam, assiste depuis le toit de sa résidence à un festival de roquettes et de fusées illuminant tout Saigon. En ces premières heures du 31 janvier 1968, le grondement sourd de la bataille qui fait rage annonce le début de l'offensive du Tet. Armés de mitraillettes et de grenades, l'amiral et sa suite s'attendent à ce que leur quartier général soit attaqué d'un moment à l'autre. Dans l'impossibilité de rejoindre son centre opérationnel, Veth passe les dernières heures de la nuit à essayer de se tenir informé du cours des événements, en captant les messages radio de la police militaire. De fait, il n'y a pas eu que l'amiral à s'être fait surprendre dans son sommeil. Les chefs et les stratèges communistes du Nord-Vietnam ont préparé depuis juillet 67 ce qui va être leur plus grosse attaque contre les forces du Sud. Ho Chi Minh et le général Vo Nguyen Liap décident de monter une série d'attaques à travers tout le Sud-Vietnam. Leur intention est d'écraser l'armée sud-vietnamienne et son allié américain afin d'entraîner la chute du gouvernement de Saigon. L'ennemi utilise une panoplie de ruses et de leurres dans l'espoir de tromper les Américains. Pendant qu'une offre de paix est adressée au président Johnson, dont il cherche à détourner l'attention, les Nord-Vietnamiens assiègent entre autres Khe Sanh et obligent ainsi les forces américaines à concentrer l'essentiel de leurs troupes en zone rurale. Dans le même temps, troupes et approvisionnements de l'armée populaire nord-vietnamienne descendent le long de la piste Ho Chi Minh. D'importants stockages sont installés en zone sûre au Laos et au Cambodge. Les planques établies au Sud-Vietnam sont consolidées et 84 000 hommes du Viet Cong et de l'armée populaire sont en place pour lancer cette campagne qui doit commencer avec le nouvel an de 1968. En dépit des multiples alertes données par le LURP et les Navy Seals, l'intensité, la coordination et le timing de cette offensive du Tet surprend les milieux du renseignement américain au Vietnam. Au manque de coordination des différents services de renseignement s'ajoute en vérité une mauvaise interprétation des informations collectées par le commandement américain, d'où les erreurs de déploiement de troupes et les effets de surprise quand Saigon et bien d'autres sites sont attaqués à l'aube du 31 janvier. Il était prévu du côté américain que pendant la trêve du Tet, la Task Force 117, la force riveraine, se déploierait vers les provinces de Dri Truong à l'ouest et de Kien Pong à l'est. Il s'agissait d'empêcher l'arrivée de renforts en équipement et approvisionnement. Le capitaine Robert Salzer, commandant la force riveraine, se remémore. C'était une opération de pure frime. Nous n'avions rien à faire là. On nous a fait longer le canal, embourbé et patauger dans les marécages pour rien. C'est rien passé en plus. Le Viet Cong était loin de nous, complètement à l'est. Chapeau bas pour nos judicieux services de renseignement. Le matin du 30 janvier, la Task Force reçoit un message que la trêve du Tet est rompue. Les opérations offensives reprennent. Mais les unités d'infanterie restent en position le long de ces canaux en vue d'un rapide redéploiement. La situation dans le delta, dès le lendemain matin, se détériore sous les assauts ennemis contre Mito, Ben Tre, Kay Lay, Kay Bi et Vinh Long.
Des rumeurs ont commencé à circuler, insinuant que tout n'était pas aussi positif dans notre splendide isolement. Le général Knowlton a eu ces mots à son arrivée. « Mon Dieu, c'est un nouveau Pearl Harbor. » Une compagnie de la Task Force a été acheminée par air le 31 jusqu'à Vinh Long pour soutenir les forces de l'armée sud-vietnamienne sur la côte 1810. Une autre a été envoyée renforcer les défenses du camp permanent de la force riveraine à Dong Tam, près de Mai Tho. Pendant la nuit, le gros de la Task Force se replie sur Dong Tam, malgré le harcèlement et les embuscades ennemies. Sur fond de combats acharnés, elle parvient à se réapprovisionner et repart à la bataille dès l'aube. Le 1er février, vers 15h50, elle jette toute son énergie dans la bataille de Mai Tho, puis de Vinh Long et de Ben Tri. Très vite dépendante du soutien aérien, elle s'oriente grâce aux informations radioguidées de l'armée de l'air qui lui permet de localiser les unités ennemies. Au bout du compte, c'est grâce à la Task Force riveraine que le delta a pu être sauvé. Parallèlement, afin d'entraver les acheminements par voie d'eau de matériel et de ravitaillement en provenance du Cambodge, devenus de plus en plus réguliers, les patrouilles de la 116e Force fluviale ont mis en place 9 vedettes PBR le long de la frontière. Aux vedettes s'ajoute le peloton 8 de l'équipe 2 des SEAL, les unités interarmes. Les SEAL sont basés au camp des forces spéciales de Chau Doc, en amont du fleuve Bassac, au nord-ouest du delta du Mekong. Chau Doc étant un point de passage possible pour une offensive ennemie de grande envergure. Le peloton 8 est un peloton renforcé de 8 mercenaires originaires de la région, soit cambodgiens, soit chinois. Ce que le 8 ne réalise pas, c'est que le passage a déjà commencé. Ces 13 hommes seront cueillis par une compagnie de l'armée populaire. Le peloton 8 se voit forcé à se replier. Le combat est sans merci. Tous les points forts de la défense américaine sont enfoncés et une équipe des forces spéciales sud-vietnamiennes se base sur une barricade pour retenir au maximum le bataillon ennemi. L'armée populaire et le Viet Cong ont bousculé Chau Doc et s'apprêtent à ne faire qu'une bouchée des Shadow Warriors. En se repositionnant sur Chau Doc, ces vedettes PBR ont pu avoir quelques répercussions sur les infiltrations fluviales. Mais elles ont surtout joué un rôle vital en repoussant pendant le Tet une puissante attaque terrestre contre la ville. Les unités du 116e Task Force se battent encore en de nombreux autres endroits pendant le Tet, à Mai Tho, Ben Tre, Vinh Long, Sa Dec, dans la région de Saigon et sur la rampe du Hue, essentielle pour permettre les atterrissages. Les forces Market Time, elles aussi, enfilent les combats, y compris contre des sampans, et fournissent le soutien de l'artillerie navale. Les patrouilles de défense portuaire, Operation Stabdoor, luttent dès l'aube du 31 contre les nageurs ennemis sans pouvoir éviter le sabotage de l'étrave du pétrolier norvégien Pelican dans la baie de Cam Ranh. Warden X-Ray, ici Warden X-Ray, j'ai un sapin qui nous croise juste devant. Freinez! J'essaie de l'intercepter en avant. Le 115e Task Force, hyperactif en soutien des troupes sur terre, trouve le temps d'arraisonner 4 chalutiers ennemis qui tentent, fin février, d'introduire des munitions en République du Vietnam. Enfin, la Task Force n'est pas en reste en matière de collection d'informations. La 116e, par exemple, facilite les interrogatoires et les détentions de locaux, l'insertion d'unités de reconnaissance locale et d'équipes de Navy SEAL dans les missions de renseignement. L'aéronaval mène des patrouilles le long des côtes en soutien de la 115e. Mais quoi qu'il en soit, l'offensive du Tet est l'occasion de mettre en évidence une carence profonde au cœur même du commandement américain. Le système de renseignement ne semble pas avoir fonctionné, malgré les nombreux atouts dont il dispose. Il y a des vraies raisons à cela. La vérité est que le commandement opérationnel américain a tendance à sous-estimer le travail de renseignement. À de rares cas près, où il y a une véritable complémentarité d'intervention. Ainsi, les rapports indiquant l'accroissement du trafic par voie de terre depuis le Laos et le Cambodge ont été ignorés, alors que leur analyse aurait pu être de grande utilité sur le terrain.
La plupart du temps, les centres opérationnels n'utilisent pas les outils spécifiques au renseignement qui sont mis à leur disposition, comme les SEAL, les Rangers, les LURP et autres SOG, sauf à s'en servir comme unité d'infanterie. Obsédés qu'ils sont à vouloir produire du résultat à tout prix, ils préfèrent employer ces unités à désorganiser et détruire les cibles ennemies. C'est plus concret que le renseignement en soi. L'occasion aura, en définitive, rarement été donnée aux unités de renseignement de faire profiter les troupes régulières de leur solide expérience du terrain vietnamien. D'ailleurs, exception faite des LURP et des SEAL, il n'y a guère d'unités de ce type dans le gros de l'armée. Le résultat en est que le 18 février 1968, par exemple, la 3e brigade de la 82e division aéroportée, l'une des dernières formations à être envoyée au Vietnam, y arrive au combat sans la moindre unité de reconnaissance. Il faut dire qu'elle n'a été informée de son départ qu'une trentaine d'heures au préalable. Le président Johnson ayant décidé de son déploiement en réaction immédiate à l'offensive du Tet. La brigade est envoyée à réception à l'abattoir dans les rues de la cité impériale de Hue, où se déroule un carnage phénoménal. Le point de rassemblement initialement assigné à la 3e brigade était une base nouvelle, au périmètre de défense totalement inadéquat et sans système de sécurité. Dès son arrivée, le commandant de la brigade comprend qu'il va avoir grand besoin d'un LURP pour repérer le secteur où son unité va devoir opérer. Il prend donc des volontaires qu'il affecte à un peloton provisoire de LURP. Et en quelques jours de temps, ces hommes sont lâchés dans la jungle et les rizières pour y collecter du renseignement et assurer la sécurité de leurs troupes. À côté des stars que sont les Bérets Verts, les Navy Seals et les Rangers, il y a un groupe dont la discrétion est totale et volontaire. Ce sont les SOG, le groupe Analyse et Observation. Ce sont les héros dont on ne parle jamais. Les SOG sont les créatures du directeur de la CIA, William Colby. À la multiplication des opérations d'infiltration vers le sud, organisées par Hanoï, les Américains entendent riposter par une série d'attaques secrètes au nord. Ce sont les SOG qui sont chargés de faire passer le message aux dirigeants communistes. Les SOG sont commandés par un colonel de l'armée régulière. Et le groupe est composé de Bérets Verts, de Navy Seals, de commandos de l'armée de l'air et de Rangers. Ils ne relèvent pas du commandement américain au Vietnam, mais directement de l'état-major à Washington. Si bien qu'à Saigon, de toute la guerre, seuls 5 officiers seront briefés sur les SOG. Ils avaient un super bon système, bien à eux, y compris leur flotte aérienne, leurs propres hélicos d'extraction. Ils arrivaient et les sortaient de là. Il y a eu beaucoup de cas d'extraction, en fait. Les SOG sont autorisés à mener leur mission partout dans le sud-est asiatique, mais aussi au nord, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. En fait, en 64-65, les SOG commencent avec les infiltrations au Laos. Ils sont très discrets. La règle étant de ne pas être vus, de ne pas riposter en cas d'attaque et de ramener un maximum d'informations. Mais franchement, qu'est-ce qu'une petite équipe peut collecter comme information dans ces conditions ? Si on mesure le tout à l'aune de l'énorme activité qui règne autour de la piste Ho Chi Minh, par exemple, si peu de choses en vérité. Les membres des SOG ont beau être la crème de la crème, ces Shadow Warriors, ces guerriers de l'ombre, ne peuvent pas grand-chose contre un ennemi constamment en état d'alerte. Les milices nord-vietnamiennes qui gardaient chacune leur section, leur Binh Trom, de la piste Ho Chi Minh, avaient pour fonction à la fois de servir la DCA et de surveiller les innombrables clairières de la jungle laotienne
où s'infiltrer et d'où s'extrayer les SOG. C'était leur boulot. Chaque clairière, une clairière après l'autre. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Ces hommes sont d'un courage infini. Ils collectionnent les médailles d'honneur. Mais cela ne suffit pas toujours. Je prends sans doute un risque ici. Je dois dire que tout ce que prétendent les vétérans des SOG n'est pas vrai. C'est pas juste de dire que l'impact qu'ils ont eu sur les Nord-Vietnamiens était tel qu'ils ont réussi à retenir au nord des régiments entiers. C'est simplement pas vrai. Ils ont été de très bons collecteurs d'informations, ça c'est sûr. Mais ils n'ont jamais bloqué de troupes au Laos. Les unités principales qui venaient au Sud-Vietnam n'étaient jamais en contact avec les SOG. Si tu étais un Binh Trom au Laos, est-ce que tu préférais qu'une équipe de SOG vienne te cueillir ou que ce soit la 101e division? Je vais vous dire, moi j'aurais préféré les SOG. Aussi dangereux qu'ils soient, ils étaient moins nombreux. Vers le milieu des années 60, les jours des SOG semblent compter. En 66-67, les Vietnamiens ont tout compris du système SOG. Et ce que les SOG ont d'héroïque, à partir de là, c'est surtout ce qu'ils doivent faire pour s'extraire après avoir été repérés. Leur mission, rappelons-le, c'est d'être invisibles. Or, on chante leurs prouesses combattantes de ces années-là, mais s'ils se battent comme des lions, c'est parce qu'ils ont été débusqués. D'ailleurs, en 68-69, il reste très peu de temps dans la jungle. De toute façon, comme je vous l'ai dit, qu'y a-t-il à faire? C'est tellement touffu et tellement vaste, à part marcher des heures entières. Les SOG sont démantelés officiellement en 1971. Reconnaissons-leur d'avoir battu tous les records de combat de l'histoire militaire américaine. Leur talent d'improvisation va servir à forger les techniques contemporaines d'opérations spéciales, comme par exemple pour des unités telles que la Delta Force. Ce n'est certainement pas un simple hasard si le concept d'infiltration des commandos spéciaux américains en Irak, le Blue Light, a été développé par les SOG.